Ouais. Oh, c'est mieux. Oui, je vais rester sans bouger. Comment? Tervetuloa mukaan Diftongin-podcastiin. Minä olen Minna Vahterkojo ja vieraanani tänään Carina Wendling Ranskasta, historian tutkija ja tohtori. Bonjour Carina. Bonjour Minna. Bienvenue dans notre podcast Diphtongue. Merci de l'invitation. Je voudrais bien demander comment tu te sens avec comment tu lis normalement. Alors, quand j'étais petite, je lisais beaucoup, tout le temps. Je me cachais même la nuit pour lire. Donc j'aime beaucoup la lecture. Depuis que j'ai fait ma thèse, j'ai beaucoup lu pour la thèse. Je continue la recherche, donc je lis beaucoup aussi pour la recherche. Donc mon travail, c'est beaucoup lire et écrire. Donc je lis beaucoup moins pour les loisirs. Je lis surtout beaucoup de livres d'histoire, de sociologie, d'anthropologie, mais moins des romans. J'ai beaucoup plus de mal à lire le soir pour me détendre. C'est plus une lecture travail. Et comment tu écris? Est-ce que tu as écrit tout ton âge à l'école? Alors en France, on a beaucoup de devoirs écrits, beaucoup plus de devoirs écrits que de devoirs à l'oral. Donc on apprend à écrire assez petit. Le français est difficile, donc c'est toujours un exercice un peu difficile. Pour le baccalauréat, on doit écrire des dissertations. Donc on apprend la dissertation française, très structurée, thèse, antithèse, synthèse, voilà. Donc on écrit très jeune déjà, on apprend à développer ça. Et pour la thèse, c'est aussi un exercice très long d'écriture. J'ai eu beaucoup de mal à commencer à écrire ma thèse. J'avais de l'appréhension par rapport à l'évaluation après. Donc j'ai été voir une psychologue pour débloquer l'écriture. Et après le rendez-vous, ça allait beaucoup mieux. Et donc j'essaye maintenant d'écrire pour moi de temps en temps, quand j'ai des idées. Et je sais que c'est pas le résultat final, ça n'a pas besoin d'être parfait tout de suite. Donc c'est plus écrire des réflexions, des notes de lecture. Et ensuite, pour mon travail, j'écris des articles. Donc là, c'est plus structuré. Donc je reprends mes notes et je réécris. Après, avec un argumentaire toujours. En recherche, on écrit toujours sur quelque chose à démontrer. Donc en histoire, j'écris ce que je trouve dans les sources et j'argumente pour les articles. Donc j'ai 2 livres qui vont sortir. Un livre en français, de la Bible au soupérisme, éducation, mission protestante et nationalisme en Irlande au XIXe siècle. Donc il va sortir à la fin du mois, le 28 novembre. Et un livre en anglais qui sortira normalement en juin 2026, Converting Ireland, Education, Mission and Colonialism. D'accord. Est-ce que le projet était long à écrire? Oui. Donc d'abord la thèse, presque 5 ans. 5 ans de travail sur les sources, les lectures, et après 1 an et demi d'écriture. Ça, c'était pour la thèse. Pour le livre, j'ai retravaillé, et ça a pris 2 ans et demi, à peu près. Et il y a toujours plus de travail pour un livre, puisqu'il faut écrire le livre, préparer le manuscrit, ensuite relire le manuscrit, ensuite les épreuves, relire les épreuves. Donc ouais, c'est plus de travail. Oui.
Est-ce que tu utilises intelligence artificielle? Alors, pour le français, non. D'accord. Mais pour le livre en anglais, j'ai utilisé pour la correction. J'ai un logiciel de correction. Et j'ai aussi utilisé DeepLWrite pour... donc je mets ce que j'ai écrit et il me propose des améliorations. Oui. Donc ça, j'ai utilisé, pas pour tout le livre, mais pour certains passages un peu difficiles. Là, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. C'est très utile. Les suggestions de reformulation avec DeepLWrite, j'apprécie beaucoup l'outil. Oui, c'est un bon outil, vraiment. Et aussi, pour les idées, est-ce que tu as utilisé? Alors, non. Les idées, c'est toujours les miennes. Je trouve, quand j'ai utilisé pour les cours, donc j'enseigne les étudiants de licence et de master en langue étrangère appliquée. Donc j'ai déjà utilisé pour avoir des idées d'activité. Ça, je trouve que c'est vraiment utile. Pour l'analyse, j'ai essayé, quand je donne un travail à mes étudiants, je donne le sujet à l'intelligence artificielle. Et comme ça, je peux voir si mes étudiants ont utilisé l'intelligence artificielle. Ah, d'accord. Mais je trouve que l'analyse, pour l'instant, alors l'intelligence artificielle s'améliore, toujours de plus en plus. Oui. Mais je trouve que l'analyse est assez basique. Donc je dis toujours à mes étudiants, c'est bien d'avoir peut-être des idées au départ, mais si vous utilisez que l'intelligence artificielle, c'est assez moyen. Donc il faut réfléchir soi-même et c'est souvent plus intéressant, plus complexe. Donc pour mon travail de recherche, là c'est mes idées et j'utilise pas l'intelligence artificielle. Aussi pour des questions de confidentialité, on peut pas, c'est difficile d'utiliser l'intelligence artificielle pour des nouvelles idées parce que on donne les idées aux autres après. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Et les étudiants, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? Est-ce que vous avez des règles? Alors, on est en train de définir les règles. C'est un nouveau défi. Certains enseignants ne veulent pas penser à l'intelligence artificielle. Donc, ils font comme si ça n'existe pas. Ah, d'accord. Moi, je leur dis, dans les cours de traduction, je leur dis que ça peut être très intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle parce que ça permet de gagner du temps. Mais pour évaluer la traduction de l'intelligence artificielle, il faut savoir traduire sans l'intelligence artificielle. Donc souvent, je leur fais traduire d'abord eux, analyser le texte, traduire, et après on met dans l'intelligence artificielle et on évalue la traduction. D'accord. Après, je donne moins de travail à la maison quand je veux qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Donc je donne le travail en classe. Et je leur dis, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour avoir, des fois, pour tester des idées, pour avoir d'autres options, mais il faut toujours être capable d'évaluer. Et pour évaluer, il faut savoir faire sans d'abord. Voilà. Souvent, c'est ce que je dis pour l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. C'est un bon outil. Oui, quand même. C'est ça. Oui. C'est un outil, mais il faut pas que ça devienne... que ça remplace l'intelligence humaine. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, félicitations encore pour tes livres. Merci. Qui ont été Ouais. publiés. Ouais. Et merci pour cette interview. Et bonne chance. Merci, Minna. Et bonne continuation. Oui. Kiitos katselijoille ja kuulijoille. Ja seuraa meitä taas seuraavassa Diftongin jaksossa. Hei hei! Carina Benages Wendling. De la Bible irlandaise au souperisme.
Éducation, mission protestante, nationalisme en Irlande, 1800 jusqu'à 1853. Will any of the more fortunate sons of Erin exclude their ignorant Gaelic brethren from the advantages to be derived from the perusal of the sacred volume? C'est par ces mots qu'un pasteur baptiste écossais interpellé en 1818 des anglicans dublinois afin de les encourager dans la formation de l'Irish Society for Promoting the Education of the Native Irish. Comme son nom l'indique, cette dernière a pour but d'alphabétiser les Irlandais gaélophones afin qu'ils puissent tous lire la Bible dans leur langue maternelle. Alors que l'Irlande est dominée par la minorité protestante, cette innovation est perçue comme une tentative de corruption des âmes et d'éradication du catholicisme, voire d'une nouvelle stratégie de colonisation. Carina Benages-Wendling démontre comment l'utilisation de la Bible vernaculaire dans les écoles vient bouleverser le statu quo de la territorialité religieuse, provoque l'opposition des catholiques et contribue ainsi à la catholicisation du mouvement nationaliste de Daniel O'Connell.